Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, XY de l'identité masculine d'Elisabeth Badinter, un livre qui pose des questions et propose des réponses extrêmement intéressantes autour de cette idée d'identité masculine, X, Y, les gènes masculins. Un livre qui, tout en étant daté, puisqu'il a plus de 30 ans, est au cœur, je crois, de questions qui aujourd'hui nous traversent encore. Qu'est-ce que l'identité masculine ? Question posée par une femme ici. À l'heure où cette identité, au fond, est remise en cause par les mouvements féministes et par une nouvelle vision du rôle des hommes et une véritable remise en cause de ce rôle-là. Et d'ailleurs, au fond, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au fond, cette question de l'identité masculine n'a jamais vraiment été posée. Un homme est au fond défini comme ce qui n'est pas féminin. Le féminin a beaucoup plus été décrit, au fond, que le masculin. On est masculin par défaut, on est masculin pour éviter d'être une femme. Et donc, il y a beaucoup de réflexions dans ce livre-là, des réflexions à la fois inspirées de la génétique, qui viennent véritablement poser la question du sexe masculin, X, Y, il y a un X dans XY, de X pour la femme. Et donc il y a du féminin dans la génétique de l'homme, alors que le Y est un gène purement masculin. Et donc, par défaut, au fond, l'individu humain est féminin, et le masculin est une anomalie presque, ou en tout cas n'est pas le premier sexe, génétiquement. Et puis, il y a aussi des questions liées à la psychanalyse qui sont mises en avant, notamment le fait que le bébé masculin, au fond, vit son début de vie dans la fusion avec sa mère, c'est-à-dire avec un être qui n'est pas du même genre ou du même sexe que lui. Et il doit donc s'en différencier, contrairement au bébé féminin qui vit une fusion avec un être du même genre, sexe. Évidemment, les termes sont importants. Ici, la distinction se fait, il me semble qu'elle se fait de manière plus nette aujourd'hui que dans ce livre plus ancien, même s'il y a déjà des éléments qui sont mises en avant. Alors évidemment, les crises de la masculinité ne sont pas nouvelles. Elles se sont amplifiées, mais elles existent dès le XVIIe et XVIIIe siècle en France et en Angleterre, nous dit Elisabeth Badinter. Ce sont les précieuses françaises qui furent à l'origine de la première remise en question du rôle des hommes et de l'identité masculine. La violence des quolibets qui leur furent adressés n'a d'égal que l'angoisse qu'elles suscitèrent par leurs revendications jugées folles. La préciosité française connaît son apogée entre 1650 et 1660, etc. Bon, on nous décrit les mouvements qui sapent l'identité masculine, la domination masculine, comme c'est précieuse, qu'on nous présente aujourd'hui comme ridicule, suivant Molière qui réagit à cette mode-là en 1660, alors qu'elle est très importante. Et puis il y a d'autres phases importantes, la crise de la masculinité au tournant des 19e et 20e siècles, l'importance aussi de la guerre, de la Première Guerre mondiale, pour saper cette puissance masculine. Les hommes meurent, les hommes rentrent chez eux blessés psychiquement souvent aussi, et les femmes ont pu s'émanciper. Alors,
il y a une histoire donc de cette domination masculine, une histoire de cette identité masculine et de ses remises en question. C'est une difficulté que d'être un homme aujourd'hui, comme ça a pu l'être il y a plus longtemps. Quelle difficulté? Voici quelques réflexions. J. Monnet, je ne sais pas exactement qui est ce J. Monnet, mais il est cité, il y a beaucoup de références dans ce livre-là, par Elisabeth Badinter, a souligné qu'il est plus facile de faire une femme qu'un homme. L'évolution virile est véritablement la via difficilior, la voie difficile. De la conception d'un XY à la masculinité adulte, le chemin est semé d'embûches. Le propos de Spinoza, toute détermination et négation, s'applique davantage à lui qu'à elle. Dès 1959, la psychologue américaine Ruth Hartley comprend que le petit garçon se définit avant tout négativement. Les mâles apprennent généralement ce qu'ils ne doivent pas être pour être masculins, avant d'apprendre ce qu'ils peuvent être. Beaucoup de garçons définissent simplement la masculinité, ce qui n'est pas féminin. Le propos est si vrai que l'on pourrait dire que dès la conception, l'embryon masculin lutte pour ne pas être féminin. Né d'une femme bercée dans un ventre féminin, l'enfant mâle, contrairement à l'enfant femelle, est condamné à la différenciation pendant une grande partie de sa vie. Lui ne peut exister qu'en s'opposant à sa mère, à sa féminité, à sa condition de bébé passif. À 3 reprises, pour signifier son identité masculine, il lui faudra se convaincre et convaincre les autres qu'il n'est pas une femme, pas un bébé, pas un homosexuel. Parce que dans l'identité masculine, il y a aussi une homophobie, généralement. Avec beaucoup de réflexions sur cette question-là, sur les homosexuels comme étant des hommes, mais en même temps, dans un certain imaginaire, l'homosexuel est justement ce que l'homme doit éviter d'être. Elisabeth Badinter met en avant aussi une certaine bisexualité de beaucoup d'hommes qui ne sont pas que homo ou qui ne sont pas que hétéros surtout. Alors il y a d'autres réflexions qui sont poussées, il y a des réflexions extrêmement poussées autour du sexe. Par exemple, voilà un petit tableau qui nous montre cette idée de sexe génétique, de sexe gonadique, de sexe corporel, à partir des organes internes, des organes génitaux, etc., etc. Le sexe déclaré à l'état civil, c'est encore autre chose. Bref, il y a une complexité qui est mise en place. Et puis il y a toute une partie aussi sur la différenciation masculine, sur différents types, au fond, de masculinité. Le mythe ravageur de l'instinct maternel. Évidemment, quand on parle de masculinité, on doit parler de féminité aussi. Les rites d'initiation pour devenir un homme dans beaucoup de sociétés. Et puis, l'homme mutilé. L'homme mutilé qui serait, au fond, l'homme d'aujourd'hui, ou un homme qui n'est plus vraiment sûr de sa masculinité. Pour beaucoup, l'homme mutilé évoque d'abord celui qui est privé de son sexe, le symbole de sa virilité, par accident, blessure de guerre, etc. Par extension, l'homme mutilé est aussi celui qui a un sexe mais ne parvient pas à s'en servir, impuissance. C'est l'homme qui échoue à désirer et à posséder une femme. Dans cette optique, l'homosexuel est le type même de l'homme mutilé. Mais depuis que l'on remet en question les normes patriarcales, on s'aperçoit que la mutilation concerne moins le sexe et la préférence sexuelle que l'identité.
homosexuels ou hétérosexuels, sont sujets à deux sortes de mutilations psychologiques qui peuvent les atteindre également. La première est l'amputation de sa féminité. Elle engendre l'homme dur, le machiste, qui ne s'est jamais réconcilié avec les valeurs maternelles. La seconde concerne l'absence de virilité constatée chez nombre d'hommes élevés par leur mère et orphelins de père. Les Scandinaves utilisent une terminologie imagée pour caractériser ces deux types d'hommes mutilés, l'homme nœud et l'homme mou. Elle va donc décrire ces deux types d'hommes mutilés, l'homme dur, le machiste qui, au fond, ne parvient pas à exprimer la dimension X de son XY, et l'homme mou qui ne parvient pas à faire vivre le Y de son XY. Et donc elle nous décrit ces deux types d'hommes, avec l'homme dur comme idéal masculin du patriarcat, et puis cet homme mou qui, lui, aussi n'est pas véritablement un homme à l'identité assumée. Et cela se termine donc par l'homme réconcilié. L'homme réconcilié n'est pas une quelconque synthèse des deux mâles mutilés précédents, le mou et le dur. Ni homme mou invertébré, soft male, ni homme dur incapable d'exprimer ses sentiments. Il est le gentleman, qui sait allier solidité et sensibilité. Celui qui a trouvé son père et retrouvé sa mère, c'est-à-dire celui qui est devenu un homme sans blesser le féminin maternel. Pour exprimer le caractère dialectique de ce processus, le concept d'homme réconcilié nous paraît préférable à celui de gentleman. La réconciliation illustre mieux l'idée d'une dualité d'éléments qui ont dû se séparer, voire s'opposer, avant de se retrouver. Elle prend en compte la notion du temps, d'étapes à franchir, de conflits à résoudre. Aujourd'hui comme hier, le garçon ne peut pas faire l'économie de la différenciation masculine qui se traduit par une mise à distance de la mère et l'adoption d'un autre mode d'identification. Mais la réconciliation ne peut pas s'opérer par l'élimination d'une des deux parties. Les retrouvailles de l'homme adulte avec sa féminité première sont aux antipodes de la haine de soi qui procède par exclusion. Il est vrai que l'homme réconcilié n'est pas élevé dans le mépris et la peur du féminin qui caractériserait l'éducation de son grand-père et qu'ainsi les retrouvailles sont moins difficiles et dramatiques que jadis. Enfin, l'homme réconcilié ne peut naître que d'une grande révolution paternelle. Celle-ci, à peine commencée depuis une vingtaine d'années, une cinquantaine d'années maintenant si on calcule le temps qui nous sépare de ce livre-là, nécessitera plusieurs générations pour être pleinement effective. Elle appelle un changement radical des mentalités et une profonde transformation des conditions de vie privée et professionnelle qui ne peuvent se réaliser en une décennie. Et on le voit bien, on n'y est pas encore. Il y a des pas qui se font lentement, plus rapidement à certains endroits qu'à d'autres endroits, dans cette direction-là, de réconcilier l'homme avec lui-même. Le bon père, notamment, le rôle de l'homme dans l'éducation des enfants, le bon père du maternage au paternage. Voilà un sous-titre de chapitre qui est vers la fin de ce livre-là, où donc on cherche à réconcilier l'homme avec lui-même, à faire de cette identité masculine non pas un ramassis de clichés macho et viril qui, au fond, enferme l'homme dans une caricature, non pas dénier tout
intérêt à cette vision-là du masculin, mais à fusionner, à accepter la complexité de l'identité masculine, X et Y à la fois. Voilà donc un livre intéressant à lire pour un homme, et sans doute pour des femmes aussi, que XY de l'identité masculine d'Elisabeth Badinter.